Les Québécois sont un peuple foncièrement britannique. Beaucoup plus britanniques qu'ils sont français. Leurs traditions politiques sont britanniques. Leur comportement culturel s'apparente énormément à ceux des Britanniques, particulièrement ceux des Lowlands en Angleterre. Puis, quand vous regardez d'ailleurs et ça c'est très subtil, vous regardez les grands leaders souverainistes, ils ne veulent pas aller en France pour étudier. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit, j'aime ça faire ça, un invité qui m'a été suggéré maintes et maintes fois, Vincent Geloso. Merci. Bonjour, bienvenue. Merci de m'inviter. Il a fallu coordonner des horaires un peu compliqués. Ouais. C'est un peu ma faute. Un petit peu beaucoup, Un oui. petit peu, absolument beaucoup. C'est entièrement ma faute. Il faut dire que tu habites aux États-Unis. Exactement. Je suis professeur à l'Université George Mason et donc en Virginie, aux États-Unis. Donc, un Québécois en exil. Professeur de quoi? De sciences économiques. Sciences économiques, puis même d'histoire économique. C'est ma spécialisation. Donc, j'ai commencé, j'étais étudiant à l'Université de Montréal en 2009. J'ai eu un professeur excellent qui s'appelait Leonard Dudley, qui m'enseignait l'histoire économique. Et dès que j'ai eu ce cours-là, je savais que si je voulais faire de l'académique, j'allais faire de l'histoire, de l'histoire économique, la mesure du niveau de vie, comprendre l'évolution des économies à travers le temps, que je n'étais pas tant intéressé dans le présent, mais dans le long passé, puis le lourd héritage que l'histoire laisse. Je savais que c'était ça que je voulais jouer avec. Et de fil en aiguille, je suis devenu un économiste qui, comme je disais à mes étudiants, si c'est arrivé avant que je sois né, je ne suis pas intéressé, j'étais là. Donc, je vais étudier les choses qui sont arrivées avant que je sois né. Donc, je me spécialise dans les choses, sans dire quelle année en précis, là. Disons pré-1950 pour rester vague. Oui, on va parler justement de certains travaux que tu as menés là-dessus. Puis moi, l'autre jour, je me suis tapé L'illusion tranquille de Joanne Marcotte parce qu'elle était invitée ici au balado. Puis à un moment donné, je vois quelqu'un, parce qu'elle rencontre des jeunes à l'époque qui sont devenus un peu plus vieux aujourd'hui. On va pas non plus les faire de l'âgisme. Puis j'ai reconnu un Vincent Geloso. Il faut dire que au niveau du visage, pas mal le même. La même coupe de cheveux. C'est ça, exactement. J'ai pas changé. Non, Joanne m'avait invité à participer à l'époque comme un des jeunes panélistes. C'était un des moments importants dans mon évolution intellectuelle de voir qu'il y avait d'autres personnes au Québec qui aimaient les idées de marché, l'importance de la liberté économique, l'importance de pondérer les fonctions de l'État avec le rôle des marchés puis de la société civile. Puis c'était la première fois que je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui partageaient peut-être des instincts que j'avais à l'époque. Puis là, après, tu t'es en allé aux États-Unis pour le travail. Tu es demeuré québécois. Je dis ça parce que sur ton site Internet que tu n'as pas actualisé depuis un certain moment, si j'ai bien compris, c'est écrit professeur, puis ça finit québécois. Absolument. Fait que tu es un Québécois qui habite aux États-Unis, qui est parfois de passage ici, pour des bonnes raisons. Puis tu commentes même de là-bas l'actualité politique québécoise. Tu portes un regard sur le Québec qui, moi, m'intrigue parce que tu es ailleurs. Puis à tous les gens qui sont ailleurs, j'avais posé cette question-là à Jean-François Caron aussi. Je pense que quand on est ailleurs, on voit d'où on vient d'une autre façon. Est-ce qu'on voit nos qualités ou nos défauts d'abord? Je dirais que les Québécois qui se retrouvent souvent en exil se retrouvent en exil malgré eux. Pas parce que leur société veut pas d'eux, mais parce que le monde, par exemple, académique américain est absolument très compétitif et donc les salaires sont compétitifs. Et
de fil en aiguille, on devient attiré à l'idée de meilleures conditions de vie, d'un milieu où est-ce que des collègues sont à haute performance. Mais le coût pour quelqu'un qui a un attachement à sa collectivité à un certain degré, c'est celui de sentir que individuellement on est mieux, mais il nous manque une partie de nous-mêmes. Donc, souvent, je dis à la joke à mes collègues à l'université, si je pouvais tous les déplacer à Montréal et d'avoir tout le centre de recherche que j'ai, mais pas à Fairfax en Virginie, mais sur l'île de Montréal, idéalement parce que j'ai grandi à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Si ça pouvait être là, je serais absolument content. Avec le même Mais salaire aussi, par contre. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que t'allais l'oublier, Il celle-là. faut pas oublier ça. Mais par contre, la manière que j'ai gardé, que, que je, comme on dit en anglais, there's an itch, que je gratte le désir de revenir, c'est de travailler sur des sujets qui concernent tant l'histoire économique du Québec, mais aussi des fois des sujets d'histoire économique qui peuvent toucher des sujets d'histoire politique ou d'histoire culturelle. Donc, je reste en phase un peu avec le Québec, ne serait-ce que par attachement avec ma patrie. Mais qu'est-ce qui te manque à part, tu sais, tu te parles de Saint-Lambert, c'est là où en tout cas, tu as de la famille, fait que j'imagine que tu as grandi peut-être là-bas. Est-ce que c'est juste la nostalgie de certaines rues où tu as donné des coups de ballon ou il y a quelque chose, Pas très sportif. il y a peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose de beau dans le Québec qui manque aux États-Unis, là où on nous vante constamment la liberté, l'argent, l'ambition, le rêve? De quoi tu t'ennuies quand tu es là-bas? C'est difficile à le dire parce que ça serait de dire que l'attachement que les gens ressentent à des collectivités, c'est quelque chose qui est tangible et puis quantifiable. C'est très difficile de quantifier l'attachement que les gens ont. Puis il y a un bon langage que j'ai toujours aimé, que il y a des gens qui sont des anywheres, qui ont de la difficulté à former des attachements aux endroits. Puis il y en a d'autres que par des expériences vécues, par des mémoires qui restent dans leur tête ou des transmissions de traditions qui leur ont été données de où est-ce qu'ils ont vécu, qui sont des somewheres et qui sont difficiles à déloger de ces endroits-là. C'est rare d'en trouver aux extrêmes de chacun d'entre eux, mais tu as beaucoup de gens qui sont plus l'un que l'autre. J'ai toujours été un mélange d'un anywhere et d'un somewhere. Donc, j'étais toujours confortable dans la Tour d'Ivoire, donc en Angleterre initialement, aux États-Unis ensuite. Un bref écartade par l'Ontario. Donc, j'avais toujours eu une partie d'anywhere en moi, mais définitivement, parce que ma mère est une Québécoise, une Acadienne qui a grandi au Québec, et mon père est un immigrant italien, j'avais toujours eu une sorte de tension entre le anywhere et le somewhere, mais avec une très forte attachement à l'histoire du Québec, qui est une histoire absolument fascinante. Euh, tant pour l'histoire du côté de ma mère, mais aussi que c'est la terre qui a accepté mon père lorsqu'il a immigré. Donc, il y a un attachement de dire c'est pas juste une société par naissance, c'est un choix, en fait, euh, beaucoup plus que c'était une imposition, si on veut. Donc, j'ai toujours été coincé un peu entre la recherche académique pure qui m'encourage à aller dans les endroits les plus productifs, mais aussi en même temps le désir de rentrer dans ce que j'appelle définitivement chez moi. C'est sûr qu'une des choses qui aide par contre, c'est que j'ai eu mon premier hiver sans neige en Virginie quand j'ai déménagé là-bas. Je ne savais pas que la neige c'était optionnel. Donc, ça a changé énormément ma perspective sur sur certaines choses, mais définitivement, il y a des moments où je me rappelle que mon pays, c'est l'hiver, puis que c'est correct. Ben oui. Parce que tu es un libéral, Oui. puis là d'ailleurs, on va faire un travail de définition dans quelques instants, mais puis quand tu vas l'avoir défini, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui vont dire OK, c'est ça un libéral. Je pensais que c'était Parti libéral, je pensais Non, que c'était Justin Trudeau, je pensais que c'était ça. Ben, regarde, on va faire les choses dans l'ordre.
parce que j'ai une question à la suite de ça. C'est quoi ça, le libéralisme? C'est quoi ça, être un libéral? Est-ce que tu es un libertarien? La famille libérale a plusieurs déclinaisons. Donc, je vais la définir le plus largement possible, puis ça, je parlerai des sous-familles à l'intérieur de ça. Le libéralisme, ce qu'il est fondamentalement, c'est une non-idéologie, en fait. De toutes les pensées, il n'y a pas d'utopie libérale. Il n'y a pas. La gauche va avoir ses utopies. Les conservateurs vont avoir leurs utopies qui sont en fait ce qu'on appelle des arcadies, donc des passés qui ont été oubliés, qui étaient des passés plus nobles que ceux qu'on a maintenant. Les libéraux n'ont pas d'utopie. Ils parlent d'un monde dans lequel notre exercice, c'est constamment de chercher un- des institutions qui facilitent l'échange, qui encouragent la coopération entre les individus. Et donc, ce que ça nécessite, c'est un État qui se concentre sur des missions fondamentales. La protection des droits de propriété, la protection de reconnaître les droits naturels que les individus ont. Donc, votre droit à la propriété, ce n'est pas quelque chose que l'État crée, c'est quelque chose que vous avez. L'État ne peut que choisir que de le violer ou de le reconnaître, et en le reconnaissant, en le protégeant. Et donc, de laisser le plus grand espace à la coopération volontaire entre individus. Et chez tous les libéraux, il y a donc l'idée que l'État est naturellement un prédateur, potentiellement un prédateur, qui va violer les droits pour enrichir ceux qui sont dans des situations de pouvoir, pour préserver des extractions de rente, comme on dit entre économistes, donc de prendre à certaines personnes pour redistribuer à ceux qui ont du pouvoir. Ce qui distingue des sous-familles des libéraux entre eux, donc allant des anarcho-capitalistes aux libertariens, aux libéraux plus classiques, c'est à quel point on pense que l'État est domesticable. Donc, c'est quoi notre tâche, si c'est de dire que l'État a une tentation à vouloir être un prédateur, comment est-ce qu'on en fait pour le domestiquer? Si pour le domestiquer, on a besoin d'avoir des règles du jeu, donc une concurrence politique ouverte, d'avoir la division des pouvoirs politiques, d'avoir une chambre haute qui conteste une chambre basse, d'avoir un fédéralisme. Ici, je dis fédéralisme parce qu'au Québec, le mot a été massivement perverti. Fédéralisme, c'est juste de la compétition juridictionnelle entre gouvernements. Et donc, que toutes ces institutions-là, dans la manière dont on conçoit le gouvernement, le pouvoir se retrouve domestiqué et les politiciens sont forcés un peu de se concentrer sur les missions fondamentales de l'État, parce que même s'ils s'enrichissent même si c'était des prédateurs, puis on va y aller pour sursimplifier ici, que même si c'était des prédateurs, la seule manière qu'ils ont de s'enrichir, c'est de grossir la tarte, la grosseur de la tarte, même si leur part demeure relativement infime. Donc là, on les force un peu à rester contraignants. Les plus radicaux, donc par exemple les anarcho-capitalistes ou les libertariens, vont dire que l'État est toujours un prédateur et ne peut pas être domestiqué. Et il y en a qui vont aller plus loin, qui vont dire qu'on est capable de se gouverner sans État. Et ça, c'est les différences entre les familles libérales. Toi, tu y crois-tu? J'ai une sympathie pour les discours anarchistes parce qu'il y a une mépréhension sur la différence entre gouvernance et gouvernement. L'être humain est bien meilleur à se gouverner sans l'État ce qu'on réalise. En fait, au quotidien, la plupart des gouvernances qu'on vit, c'est des gouvernances qui sont volontaires, qui sont dans lesquelles c'est des normes, des réputations, c'est des mécanismes de gouvernance naturelle, des associations civiles, c'est de la gouvernance naturelle. L'histoire du droit commun, qui est en fait un droit qui émerge par l'essai-erreur, dans lequel les gens vont voir des arbitres pour régler des différends, que le résolu de différends qui est généré devient une tradition. Cette tradition-là devient une forme de règle que tout le monde accepte et à laquelle on peut expérimenter. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de gouvernance qui peut se faire sans le gouvernement. Et donc, ce que les plus anarchistes disent, c'est qu'il y a beaucoup plus de marge pour cette gouvernance sans gouvernement. Est-ce que je pense que Est-ce que si je devais utiliser le mot anarchiste, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je sympathise avec l'idée qu'on est bien meilleur à se gouverner sans l'usage de coercition sur d'autres personnes par la coopération volontaire et qu'on est capable, en fait, de générer des règles qui encouragent la coopération volontaire.
pour la simple et bonne raison que des échanges, c'est-à-dire c'est de la création de richesse. Et si on est capable de générer un échange mutuellement bénéfique, on a intérêt à développer les règles qui soutiennent et protègent les échanges mutuellement bénéfiques. Fait que le principe, t'es sympathique avec, mais Pratico-pratique, je pense pas que c'est ça. c'est... Dans la pratique, on n'a pas vu d'exemple à succès là, d'un truc pareil. Là. En fait, Ni chez les libertariens, ni chez les anarchistes. Là. non, en fait, c'est pas la bonne manière d'y penser. C'est pas faux en soi. Parce que le problème, c'est que puis j'ai un article purement théorique sur ça, qui n'est pas la plus plaisante des lectures, parce que c'était écrit pour des économistes. Ça dépend. Mais le point que je faisais, c'est qu'en fait, on peut penser à la question de l'anarchie et donc la présence de l'État comme un peu une boîte de 2 par 2. Donc, d'un côté, vous pouvez avoir haut développement, faible développement, et un État fort et des États faibles. Puis des États faibles peuvent penser à la présence de l'anarchie. On a beaucoup d'exemples de sociétés qui ont des États forts, mais qui sont aussi des sociétés riches. Le Canada, le Québec. On a beaucoup d'exemples de sociétés qui sont pauvres et qui ont des États forts, l'URSS, l'Empire byzantin, la Corée du Nord. On a des exemples d'États faibles, sociétés pauvres, des États comme, par exemple, la Somalie, ou qui seraient des bons exemples. Mais on a peu d'exemples de sociétés qui sont riches avec des faibles États. Et quand on en trouve, parce qu'il y en a, donc on peut comparer des exemples de sociétés qui avaient des États faibles, et quand on les compare avec leurs comparables, en fait, ils performent très, très bien. Mais comme lesquels? Là? Bien, l'exemple classique que les libertariens vont souvent souligner, c'est l'Islande médiévale, qui est une société qui avait une croissance démographique exceptionnelle. Et quand l'Islande médiévale? Oui, mais qui avait des niveaux de vie, quand on les compare avec les comparables, étaient très élevés. Mais ce qui est souligné, c'est qu'ils s'effondrent tout le temps. Ce ne sont pas des équilibres stables. Et le point que l'article n'est pas du tout à propos du libéralisme, c'est un point sur l'émergence. Donc, c'était ce que j'essayais de faire, c'était une théorie économique de la formation des États. Ce que je soulignais, c'est que tous ces cas d'anarchie, même si les résultats sont probants, il y en a que les résultats ne sont pas probants, mais il y a 2 choses qui gênent. C'est que si vous avez une société faible, une société avec des États faibles mais qui sont riches, ça invite la prédation de d'autres sociétés qui ont des États plus forts pour capturer la richesse. Donc, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit vous développez vous-même un État pour protéger contre la prédation des autres, ou vous vous faites absorber et vous vous faites détruire par ça. Et un des exemples que je donne dans la littérature, en fait, c'est les Acadiens. Les Acadiens étaient une société dans laquelle qui était abandonnée tant par les Français et par les Britanniques quand ils étaient nominalement sous règle britannique jusqu'au grand dérangement. Les Acadiens, la plupart de leurs institutions sont des institutions de coopération volontaire, donc tous les types de gouvernance que j'ai mentionnés, mais ça s'est terminé très, très, très mal pour eux avec le grand dérangement. Donc, c'est un exemple dans lequel ils ont eu un État qui leur a été imposé. Et ça, c'était un cas où est-ce que ça a été absolument atroce. Il y a d'autres sociétés. L'Angleterre avait un État très faible historiquement, où est-ce que beaucoup de gouvernance était générée par des mécanismes plus volontaires qu'autre chose. Pourquoi ils ont développé le premier État militaire? C'était pour résister à la prédation initialement des Espagnols, plus tard de la France. Et donc, que le point ici, c'est pas, j'essaie pas de dire c'est désirable ou non. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'anarchie ou le statelessness, comme on dit en anglais, parce qu'anarchie, ça renvoie à l'idée du chaos. Le statelessness, en anglais, renvoie à l'idée de la gouvernance de toutes les formes en l'absence d'un État fort, que ce n'est pas un équilibre qui est stable. Il va toujours s'effondrer, soit par conquête, soit par création d'un État par résistance. C'est pour ça. Puis ça peut après ça être réutilisé pour revenir au point que je faisais initialement sur le libéralisme. C'est que l'État est une inévitabilité dans nos vies. Et ça, c'est ça que les libéraux voient très différemment des autres, que l'État va être là. Mettez de l'eau dans votre vin, là. Bien, c'est que l'État va être là. Et donc, la question, et c'est là qu'il va y avoir toutes les différences entre les familles de libéraux qui existent, comment est-ce qu'on fait pour soit l'encourager à faire des choses qui améliorent le bien commun, ou du moins comment est-ce qu'on fait pour le domestiquer pour pas qu'il fasse des choses qui reviennent à sa nature prédatrice, donc à son anatomie primaire et celle d'un prédateur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le domestiquer et est-ce que c'est possible de le domestiquer? Donc, les libéraux sont de tous les groupes de pensée. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'utopie libérale.
il n'y a pas de monde parfait où il n'y a pas des gens qui veulent se servir du pouvoir politique pour s'enrichir à leurs besoins ou d'imposer leurs désirs à d'autres personnes, de dire que leurs comportements sont meilleurs que d'autres comportements. Comme le monde est imparfait, il n'y a pas d'utopie. Et donc, c'est comme une sorte de tâche équivalente à celle de Sisyphe qui doit remonter tous les jours le rocher au sommet de la montagne. C'est une tâche continuellement à renouveler, de rappeler aux gens que l'État n'est pas votre ami. C'est pas quelqu'un qui va marcher avec vous. Est-ce qu'il peut avoir un rôle pour l'État? Oui, mais il faut penser toujours et éternellement à cette question que c'est potentiellement très dangereux. Et là, vous pouvez trouver dans ce périmètre-là, qui est quand même assez large pour les libéraux, vous pouvez trouver Milton Friedman qui va défendre, et même Friedrich Hayek, que si vous dites leur nom au Québec, vous allez penser, en tout cas, si vous écoutez des gens comme le membre typique Québec solidaire, vont penser que je viens de parler d'anarchie capitaliste. Mais Milton Friedman défendait un revenu minimum garanti, Friedrich Hayek aussi. Et en fait, il disait que c'était une des manières de préserver un ordre libéral, mais et vous avez à l'autre extrême d'autres gens qui disent non, absolument rien, pas d'État-providence. Mais vous regardez le range entre ces individus-là, c'est tous qui défendent un État beaucoup moins gros que celui qu'on a aujourd'hui et beaucoup moins intrusif. Ça, là, des discussions comme ça, là, est-ce qu'au Québec, on est capable d'en avoir? Puis là, j'entends pas, je te demande pas de considérer s'il y a des esprits suffisamment affûtés pour les mener, mais tu sais, il a fallu que tu nous parles, nous définisses un concept qui est dans la bouche de beaucoup de gens, mais qu'on n'utilise jamais de cette façon-là. C'est-à-dire, le libéralisme, là, c'est jamais ça, là, quand on demande aux gens de définir c'est quoi. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est parce qu'on veut pas l'entendre, parce qu'on a un rapport à l'État, puis là, on va y arriver, qui nous empêche de penser même sa critique? Ou est-ce que c'est un manque de littératie? Il y a une citation d'un économiste que j'aime beaucoup, Joseph Schumpeter, qui disait que le plus grand compliment que les ennemis du libéralisme lui ont prêté, c'est de s'affubler du terme tout en évinçant les principes. Et donc, vous allez vous prenez prendre le Parti libéral. En fait, j'ai eu un débat avec André Pratt il y a quelques années qui me disait que j'éventrais le libéralisme pour présenter de l'anti-étatisme. Et j'ai dit absolument. C'est parce que l'anti-étatisme fait partie de l'idée libérale, tout simplement parce que ce n'est pas une haine de l'existence de l'État, mais plutôt une crainte de la sacralisation de l'État. Et par contre, plusieurs gens qui utilisent au Québec l'étiquette libérale ont vraiment une sorte de sacralisation, effectivement, de l'État au lieu de la variance plus instrumentale qui est inhérente au libéralisme. Et peut-être parce que la question nationale domine, la variante initiale du libéralisme a perdu sa place, mais aussi tout simplement parce que, en l'absence, ça revient à quelque chose que je disais, comme il n'y a pas d'utopie libérale, le libéral a toujours de la difficulté, le philosophiquement libéral a toujours de la difficulté à vendre quelque chose facilement. C'est pas, je ne vends pas du rêve. J'ai pas, vous pouvez parler à Gabriel Nadeau-Dubois, il va vous vendre un rêve. Vous pouvez parler à Mathieu Bock-Côté, il va vous rendre un rêve. Vous pouvez parler à Émilie Nicolas, elle va vous rendre un rêve. Moi, ce que je vous vends, c'est des craintes. C'est des craintes de dire il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ci. Et mes principes, c'est que la coopération volontaire génère de la prospérité, que les gens ont des droits qui sont naturels, qui précèdent l'existence d'un État et que l'État ne peut que les respecter ou les violer. Vous dites ça aux gens, il n'y a pas de rêve libéral. Donc, à l'absence d'une utopie, ben, c'est difficile de faire rêver les gens. Mais c'est même un discours qui pourrait être interprété comme un discours rabat-joie, là, dans la mesure où... non, mais c'est vrai, dans la mesure où l'État est notre ami. L'État, déjà, l'État en partant, c'est notre tante, c'est notre cousin, parce qu'on est 625 000 à travailler pour l'État là, au Québec. Donc, à temps plein. Donc, il y en a en plus qui travaillent à temps partiel. Fait que moi, ça, je l'ai appris l'autre jour, ça a changé ma façon de voir les choses. 625 000, c'est beaucoup. Là. C'est au moins quelqu'un sur notre rue ou quelqu'un dans notre famille. Donc,
Si quelqu'un arrive, toi en l'occurrence, pour dire, ben attends, il faut le craindre. Par définition, c'est un prédateur. Il n'est pas là pour te donner quelque chose, il est là pour t'en enlever normalement. Tu sais. Pour ensuite te le redistribuer, c'est le contrat. Le fait-il bien, c'est une autre question. Mais c'est vrai que on n'est pas habitué de voir ça comme ça. C'est pas dans notre Non, constitution citoyenne que de. Alors que les Américains, par exemple, là où ils voient l'État avancer, par définition, ils sont méfiants. Tu sais. Peut-être que c'est plus inhérent aux Américains, définitivement, mais c'est pas quelque chose qui est étranger aux Québécois non plus. En fait, l'historien Jacques Rouillard mentionnait, il y a un livre qu'il a écrit récemment qui s'appelle Le mythe tenace de la Folk Society, mentionne notamment que les Québécois ne sont pas nécessairement des amoureux de l'État, mais peut-être plus des amoureux du collectif. Et ici, au Québec, on a fait peut-être l'erreur de penser que le collectif passe par l'État. En fait, souvent, j'entends Mathieu Bock-Côté parler et je pense qu'il confond souvent nation et État. La nation étant quelque chose de beaucoup plus organique et difficile à définir. Un État est beaucoup plus facile à définir sur papier, mais c'est définitivement pas la même chose. Il parle pas beaucoup de l'État, Mathieu Bock-Côté. Non, mais des fois, c'est subtil dans certains choix de langage. Je peux aussi, des fois, l'entendre aussi. La même variante, vous pouvez l'entendre chez des gens de gauche qui vont dire l'État a donné le droit de vote aux femmes. L'État n'a pas donné le droit de vote aux femmes. L'État a reconnu un droit de participation à la vie civique qu'il y avait aux femmes qui lui avaient avant refusé. C'est complètement un langage différent. Dire donner et reconnaître, ça vous dit énormément sur les prémices que les gens ont. Donc, je refuse, par exemple, de dire que l'État donne des droits. Je dis, les gens ont des droits naturels qui existent et précèdent l'existence d'un État. L'État peut les respecter, donc dire, on va vous protéger contre le vol, contre la violence d'autrui, contre l'expropriation. Et si on doit faire quelque chose dans l'intérêt public, on va vous compenser justement la valeur de votre propriété s'il y a dommage, donc on appelle en anglais regulatory takings ou eminent domain. Donc, expropriation, ben, il y a 2 types d'expropriation. Donc, on va vous compenser. Donc, on respecte vos droits. C'est très différent de dire que c'est l'État qui vous donne ça. Et vous pouvez l'entendre chez plusieurs personnes. Il y a cette idée que nos droits naturels sont des privilèges qui nous sont octroyés à la bonne grâce du souverain. Mais c'est pas comme ça que le libéral le voit. Le libéral voit l'État comme étant possiblement productif. Donc, vous pouvez. Je vais être sûr de bien comprendre. Par exemple, c'était pas prévu qu'on parle de ça, mais l'aide médicale à mourir, c'est pas un droit qui est reconnu ou qui est alors naturel dans toutes les sociétés du monde. Alors, si ici au Québec, c'est permis, c'est pas parce que l'État a donné le droit? En fait, l'idée, c'est qu'il y a une distinction entre ce qui est peut-être est-ce qu'il y a une législation qui existe, mais dire des droits, c'est quelque chose de. Dire que l'être humain est capable de disposer de son corps de la manière dont il veut. Que ce soit pour faire des tatous ou décider de mourir à un moment qui est opportun pour lui, ou de s'éviter des souffrances, ou de se prostituer, c'est quelque chose qui est dans son domaine de choix et de ses responsabilités. Ben, pas et si donc, l'État ne lui donne pas le droit. Mais, mais dans le terme ici, c'est que l'État, c'est pas qu'il ne lui donne pas le droit, c'est qu'il lui refuse d'exercer son droit. C'est très différent. Donc, les libéraux, ce qu'ils vont dire, c'est que les êtres humains ont des droits qui sont les leurs et qui précèdent. En fait, c'est la prémisse même, effectivement, tant du droit anglais que du droit, que le préambule de la Déclaration d'indépendance américaine. Individuals are given rights that are inalienable, given by their creator, and they cannot be forsaken. J'oublie exactement la manière de la citation, mais elle dit que ça vous est donné et l'État ne peut que les violer. Donc, c'est cette idée-là de droit naturel, que nos droits existent. Et en fait, toute la fonction de l'État, c'est là que la grande diversité des différents libéraux arrive. Comment est-ce qu'on fait pour les protéger? Donc, il va y avoir des libéraux qui vont dire il y a certaines choses que les marchés ou que la société civile ne peut pas produire. Il y a des problèmes, par exemple, environnementaux, ou est-ce qu'il n'y a pas de manière de définir des droits de propriété, c'est-à-dire que si je pollue et j'endommage ta maison, ben, tu peux me poursuivre, tu peux vendre ton droit de poursuivre, par exemple, à une compagnie d'assurance qui va faire des réclamations à moi. Ça se définit. Mais si je pollue dans l'air, puis qu'on ne peut pas identifier la personne qui est blessée, mais il y a quelqu'un qui est blessé pour des particules lourdes qui endommagent ses voies respiratoires,
Mais là, il y a une justification. Donc, les libéraux vont des fois dire qu'il y a des justifications pour certaines réglementations environnementales, qui vont défendre des taxes carbone. Donc, vous pouvez trouver des gens qui se disent libertariens qui défendent, en fait, l'existence, ou du moins le code théorique pour une taxe carbone. Vous trouverez des libéraux qui défendent la production de certains biens publics, comme le contrôle des incendies, la gestion des routes. Donc, il y a des débats sur c'est quoi la frontière ultime de l'État entre ce qu'on devrait vraiment laisser à la société civile puis au marché. Mais dans tous les cas, ce qu'ils vont dire, dans toutes les justifications qu'ils vont utiliser au cas par cas, ça va toujours être la réponse qui est est-ce que c'est une manière qu'on a de faire une action de l'État qui reconnaît les droits des individus sans, sans, sans leur faire de mal, sans violer leurs droits? Et si on viole leurs droits, est-ce que techniquement, on renforce d'autres de leurs droits? Donc, si par exemple, on dit oui, je dois vous taxer, donc je dois saisir une partie de votre propriété, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a des services de police qui vous protègent contre des voleurs, qui vous protègent contre des gens qui attaquent votre intégrité physique. Là, le cas devient dans l'idée que l'action de l'État ici n'est pas pour autre chose que de renforcer l'état de droit que les individus ont. Donc, les libéraux, c'est ça le grand dénominateur commun entre eux, même si au cas par cas, vous allez avoir des différences sur qu'est-ce qu'ils vont dire sur est-ce que les routes devraient être privées, est-ce qu'on devrait avoir des phares qui sont privés, est-ce que le contrôle des incendies pourrait être privatisé, est-ce que toutes les fonctions de police doivent être... Vous allez trouver des libertariens de tous les types, des libéraux de tous les types sur ça. Vous allez en trouver des plus modérés, vous allez en trouver des plus hardcore. Mais la grande dénominateur commun entre eux, c'est qu'ils vont tous se servir d'une justification de est-ce que cette action-là de l'État, en fait, respecte et renforce la protection des droits naturels que les individus ont. Et c'est ça qui rend les libéraux assez hostiles à de mauvais goût pour toutes les autres grandes familles politiques, c'est qu'ils refusent l'utilisation du pouvoir politique pour améliorer la société, à l'exception dans une série de cas minimes qui ont un cadre très facilement défini et ils vont s'opposer à des grandes tentatives utopiques de reconstruire le monde, de changer les individus, de les ramener à des passés révolus. Ils vont avoir une vision qui est basée beaucoup sur est-ce qu'on peut trouver des solutions entre individus qui sont consensuelles? Et même en plus, ce qui est encore plus complexant chez les libéraux, c'est que des fois, ça vient d'un grand économiste qui s'appelle James Buchanan. Si, disons, 100% des gens votent pour une taxe, c'est une taxe. Mais est-ce qu'elle est vraiment aussi coercitive? Et c'est en fait ce qui rend souvent les libéraux des fois dire, ben, peut-être qu'il y a des gouvernements locaux qui produisent certaines choses différemment que d'autres gouvernements locaux. Tant qu'ils se font compétition, ben peut-être que vous allez vous rapprocher de quelque chose qui est volontaire dans la mesure que s'il y a consensus, c'est volontaire. Donc, si tout le monde participe à quelque chose, ben c'est volontaire. Donc, le libéral, ce qu'il va dire, c'est que si c'est volontaire, même si la personne qui le produit ressemble à un État, ben, c'est pas une violation des droits des individus. Ils ont pas mal tous consenti. C'est sûr que ça n'existe pas, cet idéal-là, mais asymptotiquement, il existe. Donc, on peut se rapprocher de situations consensuelles. Et l'idée, c'est que ce qui révèle définitivement si des gens ont des droits qui ont été violés, c'est est-ce que c'est volontaire? Ouais. C'est est-ce que ça, c'est basé sur l'action coopérative et volontaire des individus en l'absence de coercition? Tu m'as intrigué tantôt, tu m'as rappelé le livre de Rouillard. Rouillard qui, en plus, en ce moment, est un des seuls à se débattre sur la question des pensionnats autochtones. Un des meilleurs historiens québécois, assez étrange qu'il soit... Ben, mal aimé parce qu'effectivement, il va là où personne ne souhaite aller ou n'a le courage d'aller. Je rappelle que c'est ça, il nie. On appelle ça un négationniste parce qu'il dit simplement qu'il n'y a pas eu de tombe démontrable et démontrée, là, en tout cas, à Kamloops, là. Ah, j'ai jamais compris ce débat-là. Ça, c'est un des débats les plus insignifiants. Je comprends qu'est-ce qu'il essaye de faire, mais je trouve que le rapport réconciliation met très clair le nombre de décès qu'il y a eu. Je comprends même pas pourquoi c'est un débat. On le sait, le nombre de gens qui sont morts dans les écoles résidentielles. Non, mais c'est parce qu'il y a eu en 2021, puis après on revient à nos moutons, là, mais en 2021, le New York Times titre découverte de 215 corps d'enfants dans un cimetière à Kamloops, en Colombie-Britannique.
Et 6 ans plus tard, 5 ans plus tard et des Non, millions de dollars plus tard, on n'a toujours pas fouillé. Non, je comprends, mais le point que je fais, c'est que ça, c'est un c'est plus personnel que c'est lié au libéralisme. C'est un de ces points où on gère une sorte de bataille culturelle sur un symbole qui parle pas tant, qui dit pas grand-chose sur les faits, parce qu'encore une fois, on le sait, le nombre de gens qui sont décédés des suites d'abus dans les écoles résidentielles. Et pour moi, si je regarde ce débat-là, puis ma réponse en pur anglais, parce que la version québécoise est peut-être un peu trop rough avec les sacres, who gives a fuck? On sait le nombre de gens, les faits n'ont pas changé si vous dites. Ça, c'est les grandes batailles culturelles que les guerriers de la guerre culturelle veulent se faire. Et j'en ai pas le goût. J'en ai pas le goût. C'est des débats qui divisent, qui ne changent pas les faits, qui sont basés sur pas grand-chose. Puis je comprends pas mal tout ce que les différents bars veulent dire, mais au final, même si un a raison, qu'est-ce que ça change? On sait le nombre de gens qui sont morts. Oui, mais on aimerait savoir dans quelles conditions ou savoir qui ils étaient. Mais non seulement ça, mais on sait en plus qu'est-ce qui s'est passé ici. L'histoire est assez bien documentée. C'était des situations d'abus, c'était des situations où des gens ont été sortis de leur famille, où il y a eu un paternalisme d'État qui a été imposé sur des collectivités. Et faites ce que vous voulez après ça de ces faits-là, mais le débat particulier de est-ce que vraiment c'était un site, je trouve que c'est un... Là, je peux ramener ça au libéralisme, mais pour moi, ça me dévie beaucoup. Ça dévie entièrement de la vraie question, c'est de quel droit l'État peut se définir, comment est-ce que des communautés devraient se gérer individuellement, de quel droit ils avaient le droit de dire à des familles que leurs enfants devaient être instruits de telle manière. Ça, pour moi, je trouve que c'est comme s'en aller de quelque chose qui est la question la plus importante. Mais Rouillard, en tout cas, revenons à notre sujet. Oui, excuse-moi. Non, mais aucun problème. Hey, je t'invite à monter ton micro un peu comme excuse-moi. Ça. Non, pas de trouble. Puis Rouillard a donc écrit ce livre-là sur le mythe de la Folk Society. Un excellent livre. Et dans ce livre-là, c'est vrai qu'il rappelle à quel point c'est pas un rapport... ça n'a pas toujours été ça, là, le rapport que l'on a aujourd'hui au Québec à l'État. Il fut un temps... Mais de toute façon, on les connaît, on la connaît, l'histoire de la Nouvelle-France, des coureurs des bois, des aventuriers, des gens qui attendaient pas des consignes tout le temps. Puis d'ailleurs, là, on pourrait me répondre, non, mais il y avait avant l'Église, avant l'État, c'était l'Église, puis il y avait les curés. Mais ils n'écoutaient pas toujours les curés, il y avait un esprit d'aventure aussi. Et là, aujourd'hui, on n'en est plus là. Est-ce que tu pourrais, je sais que tu es économiste, tu n'es pas historien, mais quand même, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce qui s'est passé? Comment on est passé d'une société où il y avait un esprit d'initiative, où il y avait... on était aventuriers, où on défrichait, je viens de le dire, on était des coureurs des bois. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se partir une entreprise, son premier réflexe, ce serait de voir s'il n'y a pas une subvention au démarrage en entreprise. On attend toujours après l'État. On regarde au-dessus de notre épaule pour voir si l'État nous dit « Vas-y, tu peux y aller maintenant ». J'ai l'impression, ça c'est très éditorial de ma part, mais j'ai l'impression que ça a tué un certain esprit d'initiative. Ça a tué un certain esprit d'entreprise. Puis comment on en est arrivé là? Je dirais que, donc, comme historien économique, là, je vais donner quelques faits d'histoire économique pour les gens. Le Québec n'a jamais été une société pauvre par standard international. Dès la Nouvelle-France, c'est une société qui est quand même assez riche. Plus riche que la France, définitivement, dès l'époque coloniale. Il y a des millionnaires, là, en Nouvelle-France. Non, mais juste le paysan moyen est plus confortable qu'un paysan moyen en France à l'époque. La particularité du Québec, c'est qu'il a toujours été le pauvre parmi les riches. Et ça, c'est la grande particularité du Québec, définitivement toujours dans le groupe au top, mais toujours dans la partie inférieure du groupe au top. Et quand on regarde des sous-périodes après ça de l'histoire du Québec, par exemple, la période 1760 à 1864, il y a énormément de croissance économique. Quand on regarde la croissance des salaires, l'évolution de la mortalité infantile, il y a des progrès importants qui se passent. Mais ils sont toujours inférieurs aux États-Unis. La période dans laquelle le Québec a eu des croissances exceptionnelles, c'est dans les 15 ans avant la Confédération. Et là, la raison que je mentionne ces faits-là, c'est que ça mène à peut-être la raison pour laquelle les Québécois ont toujours eu une relation très unique avec l'État. Parce que
dans la période, particulièrement après 1854, parce que c'est l'élimination du régime seigneurial, qui était la plus grande barrière à la croissance qu'il y avait au Québec. Les Québécois ont eu énormément de croissance, mais le bargain de la Confédération, c'était que dans le Canada uni, qui nous avait donné l'élimination du atroce régime seigneurial, avait aussi donné la possibilité d'une haine culturelle à l'égard des Canadiens français qui venaient des Canadiens anglais et le risque de l'assimilation qui est absolument réel via l'éducation. Et le bargain de la Confédération, ce que c'est que les Québécois qui étaient pro-libre-échange ont bargainé leur appui au libre-échange pour le donner aux protectionnistes ontariens en échange du contrôle sur l'éducation et donc de leur survie culturelle. Et donc, pour les Québécois, ça a toujours été une sorte de tension. L'État était tant notre protecteur contre l'assimilation culturelle, qui était celui qui nous a appauvris après, parce qu'on a donné un monopole à l'Église pour l'éducation, pas un monopole, mais un quasi-monopole, si on veut. On s'est aussi abandonné du libre-échange. Et donc, les Québécois ont toujours eu cette relation qui, d'une part, vraiment, l'État a servi à éviter des tentatives par d'autres places. Donc, d'une certaine manière, l'État québécois, historiquement, a rempli une de ses fonctions, c'est-à-dire de ne pas imposer à une collectivité des règles qui lui forcent à abandonner ses traits qui l'ont rendu ce qu'elle était. Et donc, il y a eu l'idée que non, c'est pas aux gens de l'Ontario de décider pour les gens du Québec comment éduquer leurs enfants et qu'ils doivent être instruits en anglais sur des valeurs protestantes. Et donc, d'une certaine manière, l'État avait renforcé une partie des droits, mais en même temps, il en a enlevé. Il nous a enlevé la liberté d'échanger plus librement, d'avoir plus de choix dans nos choix éducatifs. Et donc, il y a toujours eu cette tension-là chez le Québécois entre l'État qui fait certaines de ses fonctions qui, pour un libéral, est naturelle, et en même temps, la tension qui vient de violation de liberté. Et vous pouvez regarder des libéraux québécois dans la personnalité historique, des Garneau, des Chappet, des Lotbinière. Ben, Lotbinière est plus conservateur, mais il se dit libéral, conservateur. Vous prenez des grandes figures de l'histoire québécoise et ils ont toujours cette tension-là, où est-ce qu'ils reconnaissent un attachement à ce que tu pourrais appeler du libéralisme britannique, avec des variantes un peu de conservatisme britannique qui mélange certaines choses. Et en même temps, il y a cette question de la nation qui reste dans le décor. Et donc, pour les Québécois, il y a cette tension-là, a toujours été là, et donc créant des ambiguïtés. Et je ne pense pas que ce que tu me posais comme question est nécessairement que les Québécois sont plus ou moins entrepreneuriaux. C'est qu'il y a toujours eu cette espèce de relation ambiguë à cause de notre place absolument unique à l'intérieur de l'Amérique du Nord, qui est un groupe historiquement catholique français avec des normes, des règles, des pratiques qui diffèrent du reste, qui parfois étaient accommodées de manière bénigne, parfois accommodées par self-interest de la part des gouvernements à Londres, parfois par hostilité complète. Et donc, c'est difficile d'avoir une relation catégorique, claire dans ce cas-ci, parce que la nature de la relation est ambiguë. Mais tu ne trouves pas que l'État qui a grossi, qui n'a jamais vraiment vu sa taille se réduire malgré le souhait d'à peu près tout le monde, qui se le sont échangés au fil des ans, tu ne trouves pas qu'il y a eu quelque chose comme le meurtre d'un certain esprit d'initiative? Oui, je pense qu'il y a eu... mais je Parce que blâmerais... quand je disais entreprendre, tantôt, je pensais pas forcément à des entrepreneurs. Je pensais à entreprendre quelque chose. Tu sais, oui, je donnais l'exemple d'un entrepreneur dont le premier réflexe serait d'aller voir s'il n'y a pas une subvention au démarrage en entreprise, alors que quand on ferme les yeux puis qu'on pense en entrepreneur, on pense à quelqu'un qui se débrouille lui-même, il entreprend quelque chose. Mais je pensais même à autre chose. Je pensais à n'importe quelle forme de projet de société. Tu sais, on est là à penser que l'État va devoir, pas pouvoir, devoir s'en mêler. Tu sais. C'est pas partout pareil, là. Non, je peux comprendre ça, mais je pense que je pense pas qu'il y a eu une baisse ou un changement. Je OK. pense que les Québécois ont toujours eu cette relation-là. Elle a changé de forme tout simplement à travers le temps. Par exemple, l'exemple classique,
les écoles au milieu du 19e siècle. Les Québécois étaient absolument hostiles, des fois, au recensement, lorsque les recenseurs arrivaient, parce qu'ils avaient la peur que quand le recenseur arrivait, il allait poser des questions sur la valeur de leur terrain et que ça allait financer les taxes scolaires et que ça allait être des taxes scolaires pour des écoles qui allaient être en anglais, qui allaient les assimiler. Et donc, les Québécois, en fait, avaient, et puis vous pouvez regarder, il y a une paroisse dans laquelle il y a une note de l'énumérateur, qui est une paroisse des Laurentides, et le numérateur dit il résiste à la possibilité d'être taxé. Et c'est un anti-étatisme très fort chez les Québécois. Et je pense pas que ça veut dire que les Québécois ne veulent pas entreprendre. Je pense que c'est juste que la nature de l'État à un point X ou à un point T plus 1 fait juste changer comment est-ce qu'ils entrevoient qu'est-ce qui se passe. Et mais je pense pas que dans leur baseline, les Québécois sont devenus moins entrepreneuriaux. Je pense juste qu'ils répondent aux incitations qui se présentent à eux. OK, mais alors cette fois-ci, je suis pas mal sûr que tu vas être d'accord avec l'énoncé suivant. Vincent Gelozo, il trouve que l'État du Québec est trop gros. Absolument. Ouais. Absolument. Donne-moi des exemples. Donne-moi des exemples de trucs qui sont soit des doublons, soit des inutilités. Donne-nous des trucs dont il pourrait se passer et qui nous semblent à nous, j'ai envie de dire, mortels que nous sommes, des trucs dont on ne pourrait pas se passer finalement. Là. Dans le moins je vais aller du moins controversé au plus controversé. Le ministère du Développement économique, ce n'est qu'un baraquement à subvention. Et quand on regarde la performance des politiques industrielles au Québec, qui est égale à celle des tentatives de créer des industries, de choisir des gagnants, c'est des flops, c'est des dépenses considérables et c'est plusieurs milliards par année, non seulement à l'intérieur du ministère du Développement économique, mais Investissement Québec. La première chose que j'adorerais qu'il se fasse au Québec, c'est que toutes ces agences qui essayent de choisir des gagnants industriels, donc inclusivement du ministère du Développement économique, prennent le bord. Donc, on enlève des tentatives d'interventionnisme, de dirigisme. Ensuite, il y a le code réglementaire, donc tout ce qui est dans la Gazette du Québec, tout ce qui est des interventions de l'État qui ne sont pas des dépenses, mais qui sont des manières que l'État réduit les tentatives des gens de vouloir intervenir. Ce serait la deuxième chose que je passerais au travers, et donc de réduire le nombre de jours qu'il faut ou les frais pour former une entreprise. D'enlever des mots dans le code réglementaire qui dit prohibe, empêche, devra demander un permis. Donc, par exemple, les autobus au Québec. Si vous voulez offrir un service par autobus entre deux villes, il y a un monopole qui est créé par le ministère des Transports du Québec sur le transport. Il y a un droit exclusif pour une firme qui l'obtient du MTQ. J'enlève ça. Et non seulement ça, je dis, si quelqu'un veut le fournir par minibus, il peut le fournir par minibus. Tout ce qui s'applique, c'est les règles de responsabilité civile si la compagnie est négligente dans la sécurité. Toutes des choses qui sont couvertes déjà dans ce que les avocats appelleraient la responsabilité la responsabilité civile. Oui, mais là, il y a une réglementation, il faut suivre la règle, il faut suivre... Ça, t'enlèves ça. L'idée, c'est que on l'enlève. La responsabilité civile, surtout si on augmente la possibilité pour les gens de faire des recours, mais aussi de faire on dit en anglais, des class action lawsuits, donc de pouvoir poursuivre comme groupe, d'avoir des arrangements où les gens peuvent donner des frais. Les avocats vont prendre une partie importante de tout settlement si ça se produit, s'ils gagnent, et ils ne paieront rien s'ils perdent. Permettez la place pour cette réglementation par responsabilité civile, ce qui est en fait l'origine dans... Là, c'est différent que le code français, mais philosophiquement, ça sert à la même fonction. Ce que le droit commun faisait, c'est-à-dire la réglementation par responsabilité civile, ou en anglais, le mot, qui est une bâtardisation du français, tort. Donc, qui a les torts dans un différend? C'est lui qui a le tort, qui porte le fardeau et donc la responsabilité. Cette réglementation-là, c'est une réglementation de marché qui établit où est-ce que les liabilities, les responsabilités s'établissent. Donc, ça, vous pouvez avoir de la réglementation sans avoir un code réglementaire et la concurrence fait le reste. Donc, ayez des marchés ouverts. Dans le plus controversé, Fais-nous pas mal, il y a des sensibles là, qui nous écoutent. Bien, une des choses que je défends, donc moi, je suis dans peut-être les libéraux que d'autres libertariens me traitent de gauchistes des fois. Je défends l'idée d'une éducation universelle, que tout le monde devrait avoir un certain panier de services éducatifs. Et ça veut dire, et le reste devrait être couvert par la charité.
Mais ça ne veut pas dire que les écoles doivent être publiques, que les écoles doivent être fournies par le ministère de l'Éducation. Ce que je ferais, c'est que je prendrais à peu près 80% du budget du ministère de l'Éducation. Je le donnerais directement aux parents comme un voucher, donc en anglais, un bon non transférable, donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour autre chose que l'éducation de leurs enfants. Et s'ils envoient l'enfant à l'école de leur choix, l'État ne fournit pas des écoles, l'État ne fournit pas des fonctionnaires qui sont en charge de gérer le nombre de crayons dans les écoles, le nombre d'air climatisé. Vous laissez ça à des organisations autonomes qui essaient de satisfaire les besoins des populations et de créer un cadre qui facilite la charité privée en addition pour rediriger des ressources vers les gens qui en ont particulièrement les méritants, qui sont pauvres, ceux qui ont des potentiels qui peuvent être développés. Donc, une combinaison d'un minimum essentiel avec l'ajout de la société civile. Et après ça, le reste, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation, vous les sacrez au vidange. Tout ce qui reste, c'est une douzaine d'inspecteurs pour, disons, peut-être 5 ou 10 cours qu'on estime que tout le monde au Québec doit avoir. Donc, un examen standard, de dire on veut qu'il y ait une connaissance de l'histoire, que vous passiez un test de français, que vous êtes capable de vous exprimer, d'écrire, de parler, et peut-être, là, on peut parler, peut-être avec plus de controverses. Est-ce que l'anglais devrait être dedans? Est-ce que les mathématiques? Je m'en fous. Mais je ne saisis pas, ça serait quoi l'avantage de ça? Ben, un ministère qui est 30%, la fonction de l'éducation est fournie à 30% moins cher. Donc, le financement va directement aux parents. Donc, si de toute façon, ils doivent utiliser l'argent. C'est parce que c'est pas comme si l'argent allait dans leur poche, parce qu'ils doivent l'utiliser pour... Ça couvre une partie des frais de scolarité de l'école de leur choix, mais là, on élimine toute la couche administrative. Ça, c'est une idée plus controversée. Même chose avec les services de garde. Plus de ministère de la famille, plus d'agence qui fait ça, juste des transferts qui donnent l'accès aux gens, donc un transfert ciblé. Dans le encore plus controversé, privatiser Hydro-Québec, privatiser la Société des alcools du Québec. Attends une minute, là. Parce que privatiser la SAQ, je vais donner un disclaimer avant. Non, je dois vraiment donner ce disclaimer-là. Je viens d'une famille de gens qui sont des distilleurs. Donc, si je me prononce là-dessus, les gens vont dire, les gens qui savent un peu ma biographie vont dire que je suis de mauvaise foi, que je ne cache pas que ma famille vient du monde de l'alcool. Fine. Donc, non, mais je n'ai pas de problème à dire que même si je viens d'un domaine d'une famille qui fait de l'alcool, privatise-moi ça. Mais non, j'allais juste dire que ça ne peut pas être plus controversé que de privatiser le ministère de l'Éducation. Là. Je veux dire, ça, c'est peut-être le truc le plus controversé que tu as dit. Après, je mettrais Hydro-Québec. Là, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ça arrive deuxième, mais la SAQ, là, avec tout ce que tu viens de dire, à partir du moment que tu as dit ceci, c'est controversé, c'est de la petite bière. Là. Peut-être, mais je pense que c'est celui qui a peut-être pas autant d'appui, mais définitivement, Hydro-Québec, c'est celui que je sais que je suis dans la minorité au Québec. OK, mais pourquoi on ferait ça? Bien, tout simplement parce que Hydro-Québec, quand on regarde, premièrement, déboulonnons certains mythes sur l'histoire d'Hydro-Québec, puis j'ai plusieurs articles qui ont été publiés sur le sujet. Donc, le premier point, c'est que le Québec a toujours eu des frais d'hydroélectricité plus bas que le reste de l'Amérique du Nord. L'idée que le Québec a déjà eu des espèces de monopoles qui abusaient des gens, c'est vraiment basé sur l'idée d'une comparaison avec l'Ontario, qui, elle, avait nationalisé son industrie, mais qui le fournissait at cost. Mais ça veut dire que quand on comparait le Québec à l'Ontario, ce qu'on faisait, c'est qu'on comparait une place où le prix payé par les consommateurs était le prix payé. Mais en Ontario, le prix payé, c'était le prix payé par les consommateurs, plus le fardeau d'impôts qu'ils devaient payer pour acheter l'extra d'électricité qui, à des prix subventionnés, parce que c'est ça que c'était, qui devait être importé du Québec. Fait qu'il y a eu deux effets, en fait, de l'Ontario qui avait nationalisé. D'une part, c'est que le comparatif est faussé, mais d'autre part, c'est qu'en subventionnant la demande, la seule place qui pouvait fournir la surdemande ontarienne, c'était le Québec. Et donc, la demande ontarienne s'est déplacée sur les marchés québécois, ce qui a augmenté les prix. Donc, quand on regarde les marchés qui ont eu des augmentations de prix dans la période après la nationalisation ontarienne, c'était les marchés qui étaient connectés à l'Ontario. Et étrangement, quelles étaient les places qui ont eu les plus gros swings contre le Parti libéral dans les années 30, quand le Parti libéral défendait de ne pas nationaliser, dans le temps que le Parti libéral méritait son étiquette, qu'il défendait de ne pas nationaliser l'industrie électrique, donc dans le temps de Louis-Alexandre Taschereau. C'est dans ces comtés-là que le swing a été en faveur soit de l'Action libérale nationale ou du Parti conservateur de Maurice Duplessis. Mais ce n'était pas une faillite du marché.
Non, En je comprends, fait, mais ça, c'est la question des tarifs. non, mais ça, c'est la question de... Le Québec du prix était... payé par les Les Québécois. Québécois payaient très peu cher pour ça. La production augmentait massivement. Il y avait des gains de productivité incroyables. Ça boostait les salaires dans d'autres industries parce que ça augmentait la productivité des industries connectées à tout cela. Et quand on regarde maintenant la performance post-nationalisation, les Québécois, la performance d'Hydro-Québec est à peine meilleure qu'un bon du Trésor. Depuis 1944, tu aurais acheté un bon du Trésor, tu as à peu près la même performance. Fait qu'on aurait peut-être été mieux juste de payer une dette que d'acheter de nationaliser les compagnies d'électricité. Non seulement ça, mais quand on regarde les dernières 30 ans, donc ce qu'on appelle la productivité multifactorielle, donc on tient compte à quel point Hydro-Québec est bon à utiliser du capital et du travail, il devient de moins en moins efficace, alors que quand on compare avec toutes les autres places, même des utilities, donc les compagnies qui génèrent de l'électricité dans d'autres places, mais qui sont réglementées, donc je compare même pas avec des libres marchés là, idéaux, je compare avec des compagnies privées réglementées. Leur productivité, à eux, augmente. Quelques années, Claude Garcia a fait une étude qui disait qu'est-ce qui arriverait en termes des coûts à Hydro-Québec si Hydro-Québec égalisait la performance de productivité du capital et du travail des firmes américaines. C'était 1,5 milliard. On parle en 2009, cette étude-là. 1,5 milliard de moins de dépenses à Hydro-Québec. Donc, un profit de 1,5 milliard supérieur. Et le reste de la différence était expliqué par le fait que Hydro-Québec donne des rendements importants parce que Churchill Falls, où est-ce qu'on a de l'électricité vraiment pas chère d'un site très, très productif, excuse-moi, au Labrador. Donc, on va y aller, on va faire une grosse shot, puis ça va être fait comme il faut. Donc, mais que c'est purement à cause du Labrador. Donc, Hydro-Québec n'a pas une bonne performance. Il n'y a aucun chiffre qui donne une bonne performance, mais c'est le plus gros mythe. Mais ça appartient aux Québécois. Ça appartient. Moi, des fois, j'entends les souverainistes dire si jamais on est mal pris dans un Québec souverain, on a Hydro-Québec, on a cette. C'est pas, le mot, c'est pas monnaie d'échange, mais on a cette valeur-là. On peut échanger ça. C'est comme un bijou un bijou de ta grand-mère que tu gardes puis que tu te dis si jamais je suis dans la marde, j'ai ça. Bon. C'est vrai, ça? Non, parce que il faut que tu. Si tu dis ça, c'est vrai que ça nous appartient. Oui, mais si tu dis ça, tu es en train de dire que tu es prêt à le privatiser. Il n'y a aucun politicien québécois. Si tu dis ça, que c'est un bijou qu'on peut utiliser, oui. C'est que tu dis que tu peux le privatiser, mais il n'y a aucun politicien québécois qui veut dire ça. Ils font juste utiliser ça comme un jeu de façade. Donc, je ne pense pas que c'est sincère comme argument. Le seul argument que je trouve qui est bon, que j'ai aucune réponse à ça, c'est celui qu'avec la nationalisation d'Hydro-Québec, il y a énormément de francophones à la nationalisation de Montreal Light Heat and Power initialement, puis plus tard, Shawinigan, puis la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, puis tous les autres. Ça a donné un accès incroyable à des francophones à de la high management, donc les hautes directions d'entreprise, et ça a donné probablement un boost de confiance aux Québécois dans tout ça. C'est le seul que je n'ai pas de réponse. Donc ça, si vous me sortez des arguments contre la privatisation d'Hydro-Québec, celui-là, c'est celui que j'ai le moins de réponses pour, à l'exception de dire, bon, OK, mais maintenant, ça a été fait, on peut-tu s'en... C'est fait, là. Okay. Mais symboliquement, c'est parce que tu vois, je suis content que l'économiste en toi soit capable de concéder ce point-là parce que ça prouve non seulement que tu n'es pas rien qu'une calculatrice qui marche sur deux pattes, tu as aussi un cœur. Non, mais c'est vrai, Vincent, parce que j'entends Valérie Giscard d'Estaing dans ma tête. Ça compte, ça. Le poids symbolique, tu réalises que ça voudrait dire d'annoncer aux Québécois que quelque chose qui a été nationalisé, pour les raisons que tu viens de nommer, on va le privatiser, mais c'est pas une défaite. C'est une victoire. Puis, symboliquement, des fois, je dis pas qu'il faut s'empêter. Il faut s'enfoncer, même quand on sait que c'est une mauvaise idée de s'enfoncer. De toute façon, je pense pas que c'est une mauvaise idée que de garder Hydro-Québec, mais la rhétorique serait pratiquement impossible à bâtir, te retourner vers la population puis dire, regardez, là, on va privatiser, puis c'est pas une défaite. Je pense que l'argument de dire aux gens, c'est est-ce que l'État est le meilleur gestionnaire d'une compagnie d'électricité? C'est la seule réponse que j'ai. Puis
Non, mais ça voudrait dire quoi de privatiser Hydro-Québec? Ah, Concrètement? ça, ça, je pense, c'est le débat le plus intéressant. Bon, mais Parce que, allons-y. parce que la difficulté de privatiser une compagnie d'électricité, c'est parce qu'il y a des composantes du service qui ont des caractéristiques de ce qu'on appelle monopole naturel. Donc, dans la distribution, parce qu'il faut d'incroyables lignes de service, bien, faire des duplicats de lignes de transmission, c'est très coûteux. Et donc, généralement, des monopoles naturels, la raison qu'ils émergent, c'est qu'ils ont un avantage naturel à avoir un seul joueur. Parce que pourquoi construire? C'est un gros dédoublement de coûts d'avoir 2 lignes de transmission concurrentes. Mais c'est pas vrai que toutes les composantes du service d'électricité s'appliquent à un monopole naturel. Donc, généralement, quand on regarde les cas de privatisation avec libéralisation, donc c'est important de dire que j'ajoute la libéralisation à ça, donc de laisser des gens entrer dans le marché. La question, ça serait de dire, on peut garder propriété publique à le réseau de transmission, mais la génération d'électricité n'a pas besoin d'être publique. C'est-à-dire que là, la seule question, c'est est-ce qu'on peut en faire le réseau de transmission uniquement une autoroute de transport? Mais est-ce qu'on vend nos terrains? Est-ce qu'on vend les infrastructures? Absolument. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est que tu vends les terrains, tu vendrais les terrains. C'est exactement ça que ça veut dire, une privatisation. C'est exactement ça que ça veut dire, mais c'est la question, c'est qu'est-ce qui peut être privatisé sans avoir d'arrière-pensée? Parce que le grand problème des privatisations, c'est que les privatisations peuvent échouer. Et c'est là que la question, parce que, puis ça, c'est l'exemple classique de ça, c'est tous les pays du bloc de l'Est, après la chute du communisme. Il y a des pays que les transitions ont été très bien réussies. L'Estonie est mon exemple préféré. Mais il y a des cas que les transitions ont été absolument pénibles et même qui n'ont pas généré une fraction de ce qui était promis. La Russie étant l'exemple, la Serbie en étant un autre. Puis j'ai moi-même écrit des articles sur des privatisations qui ont échoué en Serbie. Des collègues à moi qui ont écrit sur la République tchèque. Et ils ont tous des cas différents. Ce qui montre que de faire une transition d'une économie planifiée à une économie de marché, c'est pas juste d'allumer c'est pas d'aller prendre l'interrupteur puis de mettre on, off. C'est quelque chose de très difficile. Après que tu aies éliminé quelque chose qui a émergé organiquement, parce que ça, c'est une sorte de conception qui est définitivement imposée par la gauche, c'est que les marchés, c'est comme des créations construites, imposées par force, alors que les marchés, c'est des créations immensément organiques de gens qui ont fait des essais-erreurs sur des manières d'organiser des activités économiques, de gérer des relations avec des clients, de gérer des relations à l'intérieur d'une firme. Tu ne peux pas reconstruire ça facilement. Et donc, quand moi, je pense à des privatisations et à des libéralisations, la question que je me dis, c'est on va commencer avec ce qu'on sait qui a plus de chances de fonctionner, puis on va y aller cas par cas. Donc, il y a des choses qui peuvent être privatisées. La génération, définitivement, c'est ce qui peut être privatisé et ouvert à la concurrence, et de dire qu'ils vont vendre via l'accès au réseau de distribution. Puis ça, on peut le laisser à l'État initialement, peut-être avoir des actionnaires privés qui sont invités à participer minoritaires pour encourager le contrôle des coûts, des choses comme ça. Mais ça devient plus le comment que le si. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Moi, tu ne trouveras pas un allié en moi. Non, je sais que c'est ma position qui est au Québec. Mais tu vois, ce n'est même pas des arguments économiques. Je le sais, les gens vont l'écrire dans les commentaires que tu as gain de cause peut-être sur la question économique, sur cette question-là, mais les gens me connaissent aussi. Je pense à autre chose, c'est-à-dire pas seulement à l'économie. Pour moi, ça ne s'expliquerait pas à un peuple minoritaire en Amérique que l'une de ses plus grandes victoires, finalement, faut la penser autrement aujourd'hui. Puis en plus, à qui on vendrait ça? Je veux dire, qui aurait le capital pour acheter ça à part des Américains puis des Chinois? Ça resterait même pas au Québec. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Une collectivité qui s'enrichit, c'est une collectivité qui est définitivement plus forte. Aucune nation qui subsiste à travers le temps facilite sa subsistance et sa survie via la pauvreté, via moins de croissance. La croissance est une garantie de survie à toute fin pratique. Donc, quand je défends l'idée de privatiser Hydro-Québec, s'il y a plus de capitaux étrangers qui viennent pour qu'on paye moins cher, puis qu'on ait des services de meilleure qualité,
Ça veut dire plus de croissance économique dans d'autres industries. Ça veut dire plus de capital qui est généré par des firmes québécoises ailleurs dans le reste de l'économie. Des Québécois qui sont plus prospères, des Québécois qui ont plus d'actifs. Et peut-être que ça veut dire que l'électricité, oui, il y a plus d'actionnaires américains dans la génération. Mais ça veut aussi dire des Québécois plus prospères, puis je ne pense pas. Et ça, c'est ce qui m'a toujours mis en tension avec beaucoup d'autres souverainistes, c'est qu'il y a la rhétorique et il y a la pratique. La rhétorique, c'est bien cute, c'est bien fun, mais la pratique, il n'y a rien qui améliore plus la survie d'une nation que la prospérité. Non, En fait, les cas de tu as raison, mais Hydro-Québec croit, tu l'as dit. C'est juste qu'il croit moins qu'on le pense, puis croit au. Non, la productivité à Hydro-Québec diminue depuis les années 80. Là, ça, il y a un rapport du Centre sur la productivité et la prospérité à HEC de Jonathan Deslauriers qui montre le graphique, puis c'est déprimant à quel point c'est une belle ligne qui descend. Moi, j'aurais pensé, en fait, même avant de lire son étude, je pensais que ça allait être une ligne plate, puis que la différence allait être relativement aux autres, mais les autres améliorent, nous, on descend. Hydro-Québec, et ça fait partie, en fait, de quelque chose que les libéraux vont souvent souligner. L'intervention de l'État encourage souvent d'autres joueurs de se servir de ça à leur bénéfice, donc de faire la capture réglementaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières décennies à Hydro-Québec? Plusieurs joueurs politiques ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir les trucs pour l'éolien? Est-ce qu'on pourrait avoir des trucs sur X ou Y qui n'étaient définitivement pas des bonnes idées? Et les coûts de production à Hydro-Québec ont augmenté massivement. Puis on a eu un ministre du développement économique qui a dit qu'est-ce qui se passerait si on faisait la même chose qu'on a fait avec les alumineries, où est-ce qu'on donne des tarifs préférentiels à certaines industries? OK. Puis là, on se retrouve avec des situations où on fournissait plus. On fournissait plus. Et ça veut dire c'est la nature même de la provision d'État de certains services. Ça se peut-tu qu'il y a eu des mauvais décideurs? Je t'interromps, mais c'est parce que il faut que je le place. Ça se peut-tu que. Parce que est-ce que ça se peut que tu portes un jugement sur un modèle alors qu'il faudrait porter un jugement sur les personnes? Non, je refuse l'idée que ce soit juste des personnes parce que il y a une phrase de Milton Friedman que je répète constamment, puis elle s'applique à tout. Puis je ne suis pas capable de la traduire en français, donc je vais la dire en anglais, ça, je vais essayer une traduction grossière en français. C'est « It is foolish to put our hopes in having the right person to do the job, but rather our tasks should be that we have institutions and rules that make it that even the most horrible person feels compelled to do the right thing. » C'est-à-dire l'idée que nos institutions devraient être idiot-proof. Que peu importe c'est qui l'imbécile qui est en charge ou le génie qui est en charge, ça ne change absolument rien. C'est l'importance, en fait, que les libéraux disent sur l'invariance des institutions. On ne devrait pas mettre nos espoirs à l'idée qu'on a un grand leader, on a X ou Y. Non, c'est les règles qui comptent. Les joueurs ne devraient pas être importants. C'est les règles du jeu qui comptent. Donc, c'est pour ça que je refuse cet argument-là. Quand il y a un cas pour des sociétés d'État, parce que là, les gens pensent que je vais être absolument trop catégorique, il y a des sociétés, des choses que l'État doit produire. Je pense que, par exemple, il y a un article super fameux en économie sur les prisons privées. Les prisons, j'ai vraiment de la difficulté à l'idée que certaines personnes veulent privatiser ça. C'est quelque chose que je ne vois même pas comment on peut faire un contrat facilement pour gérer. C'est quoi la chose que tu veux? C'est quoi que tu es en train de demander? C'est quoi que tu produis? De la réhabilitation? De la punition? C'est quoi? Comment tu définis ça dans un contrat, juste pour même juste en PPP? C'est dur de dire c'est quoi ça, mais l'électricité, la vente d'alcool, la vente de drogue, je pense pas que c'est un cas difficile à défendre. Il y a des cas que c'est plus difficile à défendre l'idée de la provision par le marché. Donc, Mais moi, c'est que je décroche quand il est question de vendre des terres aussi. C'est là que je suis travaillable au corps sur. Quand, mettons, il était question de laisser des entreprises produire eux-mêmes leur électricité parce qu'on n'était plus capable de leur en offrir parce que M. Fitzgibbon, pour ne pas le nommer, était allé vendre à de l'énergie qu'on n'avait pas encore les moyens de produire. Là, je me disais, ben là, on va quand même pas décroître, justement, dire à des entreprises, ben non, produisez pas votre électricité, c'est nous qui avons le monopole, fait que faites juste comme pas produire quoi que ce soit. Non. Mais vendre des terres du Québec à des entreprises américaines et chinoises à numéro, jamais de ma crise de vie.
je sens que je pourrais pas te convaincre Non. là-dessus. Écoute, t'es-tu encore indépendantiste, toi? J'ai perdu le fil un peu, là. Je suis souverainiste depuis une décennie à peu près maintenant, mais toujours été une sorte de souverainiste qui n'était pas très apprécié des autres souverainistes Pourquoi? parce que je suis libéral. Et aussi parce que le libéral a toujours une relation très tendue avec le nationalisme. Parce que le nationalisme, parfois, peut être libérateur. Donc, vous êtes l'Italie en 1860. Le nationalisme, ça veut dire se libérer de l'Autriche. Si vous êtes nationaliste en Pologne en 1921, ça veut dire vous libérer de l'Allemagne et de la Russie. Donc, il y a un aspect libérateur qui peut venir avec le nationalisme. Mais le nationalisme a aussi souvent des aspects de collectivisme. Et donc, de l'idée de subjuguer l'individu à la collectivité et qu'il est subservient, en fait, au collectif et qui devrait, en fait, s'effacer au nom d'une sorte de nationalisme. Et bien sûr, à l'extrême, ça donne du fascisme italien. Donc, le libéral a toujours eu cette relation tendue avec le nationalisme, surtout parce qu'en plus, il y a des gens qui se servent, en fait, du nationalisme pour se bénéficier eux-mêmes. Donc, un des économistes que j'aime beaucoup, Albert Breton, qui était un Québécois, en fait, il avait écrit un des articles les plus importants sur la théorie économique du nationalisme. Il expliquait que souvent, tu vas avoir des groupes d'intérêt qui vont se servir d'une question nationale pour redistribuer des avantages vers eux comme groupe en se disant qu'ils sont le groupe à privilégier. Donc, ce n'est pas qu'ils sont sincères. Il y en a, je pense qu'il y a des souverainistes, des nationalistes qui instrumentalisent une cause pour leurs intérêts privés, mais qui ne sont pas que si c'était un autre gouvernement qui leur offrait un autre niveau de gouvernement qui leur offrirait les bénéfices qu'ils cherchent, je pense qu'ils changeraient de position. Ah ouais, mais ça fait que... T'en connais beaucoup, toi, de ces gens-là? J'en ai vu en action. OK. Mais ça fait que je ne suis pas exactement le souverainiste le plus plaisant à tenir compagnie. Mais tu as collaboré au budget de l'an 1. Tu n'as pas révisé Ben, le je veux pas mettre le Parti québécois dans la merde parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que il y a une sorte de... Les gens aiment ça embarquer dans des complots. Tout ce qui m'a été demandé, c'était d'être un arbitre. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a envoyé le document, je l'ai lu, j'ai donné mes commentaires, j'ai produit un rapport de réponse. Je ne suis pas un conseiller du Parti québécois, mais ils me l'ont demandé parce que je suis un économiste qui est souverainiste, mais j'étais aussi peut-être un de ceux qui étaient potentiellement plus critiques, peut-être plus prompt à être agressif sur certaines choses. Mais j'ai toujours accepté depuis la dernière décennie l'idée de la souveraineté, mais avec des termes un peu définitivement différents du reste du groupe, ce qui peut-être m'a rendu toujours un peu... Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, dans ma justification pour pourquoi le Québec devrait quitter, c'est que le cadre fédératif canadien est complètement vicié et ne respecte pas l'idée même de ce qu'est un fédéraliste et je pense qu'il est irréformable. Donc, ce qui est important dans une fédération. Donc, ce que je veux, c'est pas un Québec libre, c'est que je veux des Québécois libres. Et ça, c'est une distinction que quand je la dis, il y a des gens qui ne la comprennent pas. Quand je dis des Québécois libres, ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux avoir un cadre institutionnel dans lequel les droits des individus sont mieux respectés, dans lequel on encourage davantage la coopération volontaire et les échanges? Le cadre fédératif canadien est vicié dans la manière que ce qu'il fait, via tout d'abord les transferts fédéraux, c'est qu'il réduit la compétition juridictionnelle entre les provinces. Donc, en faisant ça, il y a moins d'incitation à se déplacer en province. Donc, l'aspect protecteur, parce que le fédéralisme, et là, je ne dis pas le fédéralisme dans le sens André Pratt ou Parti libéral, je parle de fédéralisme comme système d'organisation politique, c'est de la compétition juridictionnelle. Les transferts fédéraux ou les transferts intergouvernementaux, ils détruisent cette compétition juridictionnelle. Donc, c'est la première chose. Et en plus, ils offrent des incitations très perverses aux politiciens québécois. Dans la première mesure, ils vont répondre en disant « Mais maintenant, pourquoi je pourrais adopter des politiques pro-croissance? Parce que je vais être pénalisé, je vais perdre des transferts fédéraux si j'augmente relativement à la moyenne.
Donc, je suis perdant dans cette mesure-là. Et simultanément, je peux faire des mesures qui sont beaucoup plus dépensières, tout simplement parce que un quart, parce que c'est à peu près ça la proportion de tous les transferts, je peux faire à peu près un quart de la facture va être payé par le reste. Alors, le résultat, c'est pas que les politiciens québécois sont des mauvaises personnes, des choses comme ça, c'est que les incitations dans lesquelles ils opèrent sont fondamentalement des politiques publiques qui vont mener à un État trop invasif, un État qui va être trop prêt à transgresser certaines libertés individuelles parce qu'il a amoindri la compétition interjuridictionnelle. Et le seul épisode de l'histoire du Québec dans lequel les transferts fédéraux ont diminué, c'est la seule période dans laquelle on a eu des efforts de contrainte des dépenses budgétaires, c'était le gouvernement Bouchard. C'était la seule période dans laquelle on a vu des déréglementations, qu'on a vu des mini-privatisations, parce qu'on oublie par exemple que, bon, encore une fois, je mentionne le disclaimer sur ce que des gens pourraient appeler un conflit d'intérêts, même si je ne suis pas actif dans la business familiale, je ne l'ai jamais été. Mais la SAQ avait une usine de bouteillage pendant quelques années, donc la SAQ produisait elle-même certains produits d'alcool, pas juste la vente au détail. Et le Parti québécois, avec Bernard Landry, l'avait privatisé. Je ne sais pas si c'était Bernard Landry quand il était ministre des Finances, mais anyways, pendant un mandat du Parti québécois, ça avait été privatisé, mais c'était pendant une période dans laquelle les transferts fédéraux étaient coupés. On a vu les politiques publiques s'améliorer. Le problème, c'est que je pense que cet épisode-là était purement un fluke, donc un pur accident, et je ne vois pas comment ça se reproduirait. Donc, comme le cadre fédératif canadien est absolument vicié, et je ne pense pas qu'il produit des Québécois qui sont libres, je veux quitter. Je veux absolument quitter, et je dis aux autres souverainistes, la seconde qu'on quitte, il n'y en a plus de transferts fédéraux. Il va y avoir des programmes publics qui vont prendre le bord. Ça veut dire qu'il y a des missions que vous aimez présentement qui ne se feront plus. Il va y avoir des programmes qui vont disparaître. Et je l'avais dit, en fait, puis là, ça revient au budget de l'an 1, je l'avais écrit dans le rapport. Le rapport n'avait besoin que de montrer que certaines dépenses ne seront pas dupliquées. Dès qu'il fait ça, il passe l'exercice. Mais ça veut dire, puis ils ne vont jamais le dire très clairement dans ces mots-là, mais il va y avoir des dépenses qui vont devoir être coupées. Puis des fois, ça peut être parce que les incitations politiques vont changer, le jeu politique va changer, les promesses politiques vont changer. Je ne serais pas surpris, par exemple, que dans un Québec souverain, il y ait plus de privé en santé, que peut-être il y ait plus de libre-échange, parce que c'est ça qui se passe souvent pour les petites nations, puis je dis petites en termes de taille, là. Les petites nations qui sont libres, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils ont des gros États, ils sont très pro-libre-échange. Ils sont beaucoup moins de barrières au commerce international. La Suède est un excellent exemple de ça. Un gros État-providence avec un commerce très ouvert à l'étranger. Ou s'ils ne sont pas ouverts, ils ont un État qui est massivement coupé. Ils peuvent avoir les deux, mais quand il y a un choix à faire, c'est un des deux de ça qui se passe. Et je serais prête peut-être à... Je pense que ce serait une amélioration pour la situation actuelle si le Québec devenait une nation souveraine, même si l'État restait peut-être de la même taille, mais qu'il y avait plus de libre-échange et moins de réglementation. Puis ça, on oublie ça aussi d'ailleurs des pays scandinaves. Ils ont des États très généreux, mais leurs réglementations sont excessivement légères. Donc, ils ont beaucoup de croissance malgré un État qui redistribue beaucoup. Est-ce que tu as espoir quand même que ce discours-là soit entendu de la part des souverainistes qui s'apprêtent à prendre le pouvoir ou alors à ceux qui ne sont pas forcément proches du Parti québécois, mais qui appartiennent à une tradition intellectuelle souverainiste? Parce que ça ne me semble pas être quelque chose qu'on a entendu souvent. Ça me semble pas être quelque chose qui représente ou même un courant majeur chez les souverainistes en ce moment. Non, pourtant, j'ai l'impression... Oui, c'est ça, c'est la façon un peu compliquée de le dire, mais bref, tu es un peu comme un mouton noir, mais pourtant, moi, je trouve qu'il y a une opportunité de persuasion incroyable. Il y a plein de gens qu'on associe à la droite de Québec, par exemple, qui en t'écoutant, en t'entendant, ils t'écoutent chez Yann et Frank notamment, très beau podcast, d'ailleurs, on les salue. Eux autres, ils peuvent dire, moi, je ne suis pas souverainiste parce que je trouve que c'est un projet qui est trop à gauche sur le plan économique. Je trouve qu'on ne propose pas assez de rupture avec la façon qu'on vit en ce moment au Canada. Donc, à quoi bon?
Mais là, il t'entendrait, puis il dirait, ben, si jamais il y a des gens au PQ, tu sais, qui veulent donner une voix à cette idée-là, peut-être que j'embarquerais. Moi, je trouve ça beau, là, d'entendre ça. Mais c'est sûr que, je veux dire, je communique mes idées à qui bon veut écouter, puis je suis pas... Bon, il y a un groupe au Québec que j'aime tapocher dessus, c'est les gens de l'Iris, puis je me gâte. Mais pour C'est le à peine reste, subtil. c'est à peine subtil. Mais il y a des gens avec qui j'ai droit à une manière de m'entraîner intellectuellement avant les ligues majeures. Mais je suis prêt à dialoguer avec tout le monde, de donner. C'est-à-dire que, en fait, même quand je les taquine, les gens de l'Iris, puis je leur exprime que je ne suis jamais d'accord avec eux, c'est ma seule règle pour une conversation, c'est est-ce que la personne est violente? Si la personne n'est pas violente, puis que je peux avoir une conversation, puis que je peux changer l'opinion d'une seule personne de plus que eux vont changer de personne que eux vont convaincre. Donc, je peux faire un gain net pour mes idées, je vais le faire. Peu importe la crowd, peu importe la situation, peu importe l'inconfort. Donc, je suis prêt à débattre des gens que je déteste leurs idées si je peux convaincre au net une personne de plus. Et ça, c'est mon seul critère de conversation. En fait, ça donne quelque chose d'un peu paradoxal où est-ce que je ne parle pas aux gens qui sont déjà d'accord avec moi. Ça sert à quoi? Ils sont déjà d'accord avec moi. Ils peuvent m'écouter dans d'autres settings, mais si je vais essayer de m'adresser à des gens qui ne partagent pas mon opinion et de leur expliquer exactement ce que je pense. Puis si je pense que je peux en convaincre un de changer d'opinion, j'ai gagné pour ce que je défends. La raison que je mentionne ça, c'est que je l'envoie les idées au Parti québécois, puis j'ai essayé de faire l'effort récemment. Donc, il y a un petit livre qui est maintenant disponible, ça s'appelle La route des Québécois libres, dans lequel j'essaye d'expliquer cette version-là de la souveraineté, et c'est la première partie du livre. Le livre n'est pas gros. Il est 77 pages, c'est un petit bouquin, mais il essaie d'être un playbook de comment se rendre à la souveraineté. Et la première partie défend ce qu'on vient de se dire sur les transferts fédéraux, sur pourquoi on est mieux de quitter le Canada. La deuxième partie explique le comment se rendre. Et le point que je fais, c'est de dire qu'il doit y avoir un désarmement mutuel. Parce que le mouvement souverainiste a un noyau dur de gens qui sont des somewheres, des gens qui ont un attachement très fort au Québec et ils sont prêts à assumer tous les coûts qui viennent avec la séparation. Et il y a un autre groupe de gens qui sont ce que j'appelle les in-betweens, qui sont attachés au Québec, mais qui n'ont pas le même penchant pour accepter tous les coûts d'une transition et toute l'incertitude. Et ça crée un jeu. Là, je vais invoquer un peu la théorie des jeux en économie. Ça crée un jeu qui est toujours défavorable au mouvement souverainiste. Parce que tout ce que le fédéral a besoin de faire pour gagner, c'est de promettre d'agir. Donc, contrairement à ce que Pierre-Éliott Trudeau disait, c'est pas fini les folies, il faut promettre les folies. Il faut promettre de déranger le plus possible, de rendre ça le plus coûteux. Comme ça, le prochain bloc d'électeurs convaincables n'embarque pas dans le bateau. Même s'ils pensent qu'il y a peut-être des bénéfices, ils vont préférer le statu quo, même s'ils comprennent que le statu quo est indésirable. Parce que l'autre groupe a promis crédiblement de se blesser lui-même pour pas que tu quittes. Et là, ça veut dire que la seule chose qui est dans le contrôle du mouvement souverainiste, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les coûts de la transition. Et ça veut dire des compromis. Ça veut dire, et ça n'a même pas besoin d'être des compromis qui sont libéraux en soi. Ça veut dire qu'on doit s'attacher les mains et dire, vous pouvez prédire c'est quoi les règles qu'il va y avoir après. Et donc, dans le livre, ce que j'essaie de souligner, c'est voici des signaux forts que vous enverriez pour pas qu'un groupe particulier de droite, de gauche, essaye d'instrumentaliser la souveraineté pour les fins, d'autres fins que la souveraineté en elle-même, c'est de ramener une chambre haute. Un Sénat. Un Sénat. Donc, de dire, on va ajouter un garde-fou additionnel et donc, on va renverser ce qu'on a fait en 1968. Bien, ce qu'on a voté en 64, mais qui a été officialisé en 68. On ramène une chambre haute, comme ça, il y a un nouveau garde-fou. Et on va le concevoir pour que ce soit à des dates intermittentes avec la chambre basse, donc pas agencé. Comme ça, il peut y avoir une division des pouvoirs. Donc, il peut y avoir des gouvernements de cohabitation, un peu comme en France ou aux États-Unis. Mais en fait, en France, comme il y avait
un peu avant Chirac, donc des cohabitations, un peu avant Chirac 2002, donc des cohabitations. Donc, ça ajoute un garde-fou que vous proposez que tout changement constitutionnel, tout changement aux lois fondamentales du Québec, puis on peut définir une liste entre-temps, de dire que les seuls changements à ces lois-là, se feront à majorité qualifiée de la Chambre. Pas à majorité simple, à majorité qualifiée. Certains même à l'unanimité. Donc, ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça, c'est pas idéologique de faire ça, c'est que vous êtes en train de définir des règles claires qui disent voici un peu des garanties qui disent que pour qu'on fasse quelque chose, ça doit arriver à un niveau de consensus. C'est bon, c'est de l'échafaudage, en fait. C'est l'échafaudage de l'État plutôt que de dire l'État, il va avoir une petite corniche en haut, puis on va mettre un coq qui vole avec le vent, puis tu sais, ça, Exactement. on vend la corniche, mais tu sais, qu'est-ce qu'on s'en fiche un peu de la corniche et de la déco? Toi, tu dis, non, regarde, on montre l'artillerie, on montre comment c'est fait. Oui, mais ça veut dire que tout le monde doit sacrifier un petit quelque chose dans le groupe. Ça veut dire que moi, comme libéral, ça veut dire que si, mettons, le Québec devient souverain puis qu'il y a une situation difficile à traverser au travers, je ne peux pas essayer de passer un plan d'austérité, peu importe comment les gens au Québec appellent de l'austérité, ce qui n'a jamais été de l'austérité au Québec. C'est un mythe qui me tape ses nerfs, ça n'a aucun sens. Mais que je disais que je voulais vraiment un plan gélosien de réduction des dépenses publiques. Là. Quelque chose qui... Philippe Couillard pourrait arrêter de se faire traiter d'avoir fait de l'austérité parce que moi, je le ferais. OK? Que le mythologie autour du personnage, qui est, soit dit en passant, un personnage absolument exceptionnel, qui est sous-apprécié dans l'histoire du Québec. Je ne pourrais pas faire ça avec avoir 30% des votes puis 71 députés. Donc, j'ai gagné parce que le vote était immensément divisé. Il faut que j'aille quelque chose de supérieur à ça. Mais ça me prive de certaines choses que je pourrais faire. De la même manière que ça prive l'autre côté. Donc, l'idée, c'est que ce design-là fait en sorte que tout le monde accepte de sacrifier la possibilité de l'opportunisme pour instrumentaliser la souveraineté. Puis la réponse, puis je me souviens d'une conversation que j'ai eue par courriel avec Mathieu Bock-Côté, c'est ça dénue la souveraineté de l'aspect national. J'ai dit, pas au complet, hein? Pas au complet, tu peux toujours embarquer à bord sur cette prémisse-là. C'est juste maintenant que j'ai établi un barème qui te force à une conversation additionnelle plus tard, mais de telle sorte à ce qu'on n'est pas en train d'acheter deux choses en même temps pendant qu'on embarque dans l'autobus. On achète une chose et une chose seulement. Est-ce qu'on est mieux hors du Canada qu'à l'intérieur du Canada? Et c'est la seule question. Il n'y a rien d'autre qui rentre dans la tête des gens. Si le fédéral dit « Ah, vous allez faire la citation de Jean Chrétien. Tout ce qu'ils veulent, c'est ils veulent des Cadillacs avec des flags sur le hood. » Donc, la vieille quote de Chrétien. C'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est décider par nous-mêmes. Puis si ça veut dire moins d'ambassades, il y aura moins d'ambassades. S'il y a plus d'ambassades, il y en aura plus. Mais est-ce que tu penses que fait que ça élimine tous les arguments de menace du fédéral, même si techniquement, tout le monde dans le mouvement souverainiste doit admettre de se désarmer potentiellement, libéraux, social-démocrates, conservateurs, nationalistes. Ça devient quelque chose qui est minimisé à la question de est-ce qu'on est mieux de converser uniquement entre nous dans un cadre stable et prédéfini. Donc, il n'y a pas de sneak-in, il n'y a pas de backdoor. C'est entre nous autres. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu crois, puis j'entends pas le mot croire à la manière d'une foi quelconque, là. Est-ce que tu penses... Je suis trop cartésien puis froid pour ça. Bon, ben voilà. T'es désarmé. Non, mais est-ce que tu penses que c'est possible, ça? C'est-à-dire que tous ces gens-là fassent des compromis, mettent de l'eau dans leur vin, fassent le deuil de certaines affaires pour s'entendre autour de l'énoncé que tu as présenté comme le seul qui compte? Écoute, je te dirais, puis j'ai pas une réponse à ça autre que oui, mais je peux te donner une analogie de quelque chose qui s'est déjà passé. Je peux te dire à peu près 5 fois de gens qui étaient des militants souverainistes et certains qui sont encore des amis, qui m'ont rien fait de mal. Mais il y a une dynamique collective souvent entre souverainistes de surenchérir la pureté. Et souvent, quand je disais des choses
qui paraissait transgressive dans mon propos, il y avait des réactions très hostiles. Et un de mes amis qui est aussi souverainiste comprenait exactement ce que je disais et il ne m'a pas défendu, tout simplement parce que ça va juste s'envenimer, ça va aller pire, mais c'est parce qu'il admet implicitement qu'il y a une dynamique de groupe où on se signale entre nous autres, entre souverainistes, qui est le plus pur. Si je pouvais convaincre les autres souverainistes d'abandonner ce jeu de la pureté, que la pureté, ce n'est pas pratique, ça ne donne rien, ça fait juste aliéner des gens et que ça donne une dynamique de groupe qui est contre-productive. Si je pouvais les convaincre de ça, je suis convaincu que le compromis que je mentionne, le oui que je viens de te dire, pourrait devenir facilement plus gérable, tout simplement parce que si ça arrivait, puis que ce n'était pas un concours de surenchère, je suis convaincu que des Ruba Gazal et des Sol Zanetti pourraient s'asseoir dans le même autobus que moi, malgré des différends fondamentaux sur qu'est-ce que c'est des bonnes politiques publiques. Tout simplement parce que là, on s'est défini, on va avoir uniquement cette conversation-là, et c'est pas important qui est pur et qui ne l'est pas, parce que notre but, c'est d'avoir la plus grande coalition possible, et donc de créer le cadre le plus inclusif possible pour atteindre pas 50 plus 1, pas 50 plus 2, mais 60-65% des votes. Parce que la plupart des Québécois n'ont pas une hostilité intrinsèque à la souveraineté, ils ont une hostilité à qu'est-ce qui vient avec. Alors, enlève le « avec ». Donne uniquement la question de dire « voici ce qui ne se passera pas ». Il n'y aura pas d'affaire de « on va changer les institutions électorales demain matin ». On peut ajouter à ça tout ce que j'ai mentionné, un moratoire. Puis ça, je sais que c'est antagoniste chez beaucoup de souverainistes. J'ai dit, mettez un moratoire de 20 ans sur le changement des lois électorales, donc sur le mode de scrutin, sur la question de la monarchie, sur... la monarchie. Non, mais pourquoi tu fais la souveraineté pour, non, mais pour c'est dire purement, aux Québécois... mais c'est purement symbolique. Non, tu dis, c'est juste... C'est pas qu'ultimement, on le fait pas. On n'en veut pas de la reine. Mais c'est pas qu'ultimement, on le fait pas. C'est que je suis en train de te dire qu'on restreint la question encore plus à une seule chose, qu'on reste dans le même cadre de tradition constitutionnelle qu'on a, mais pas le cadre constitutionnel canadien. Donc, on garde toutes nos traditions. Toutes nos traditions. Parce que les Québécois sont un peuple... Puis ça, c'est une autre chose qui me rend réellement pas très politique chez les souverainistes. Les Québécois sont un peuple foncièrement britannique. Beaucoup plus britanniques qu'ils sont français. Leurs traditions politiques sont britanniques. Leur comportement culturel s'apparente énormément à ceux des Britanniques, particulièrement ceux des Lowlands en Angleterre. Puis quand vous regardez d'ailleurs et ça c'est très subtil, vous regardez les grands leaders souverainistes, ils ne veulent pas aller en France pour étudier l'affection, puis et pour Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial College London, qui sont des institutions définitivement dans le britannique. Donc, si vous dites aux Québécois, on va garder nos traditions le plus longtemps possible, et tout ce qu'on vote, c'est pas de changer, de faire une révolution complète, on reste... Non, je comprends. Un changement dans... Juste l'exemple de la monarchie n'était peut-être pas le bon. Mais c'est juste que ça diffuse encore. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être lui, mais ce que ça dit dans cet exemple-là, c'est que tu forces la question à se restreindre uniquement à est-ce qu'on peut décider sans la présence du reste du Canada? Et ça devient une question beaucoup plus gérable et les gens ne se posent pas les questions du qu'est-ce qui vient avec. Alors, le livre donne une liste d'exemples de choses qui pourraient être faites pour crédibiliser l'idée d'une vaste coalition, mais ça nécessite cette espèce d'attachement-là à des règles préétablies. Et c'est la seule manière qu'on peut désarmer l'avantage naturel que le fédéral a en menaçant d'être instable. Donc là, à ce stade-ci, parce que si on ne fait pas ce que je viens de dire, le seul espoir, c'est que le fédéral fuck up. Et je ne veux pas être plate, mais encore une fois, l'idée que c'est des individus qui devraient déterminer le sort de quelque chose et non pas des règles,
ça devrait tout te dire sur qu'est-ce qui devrait fonctionner. Je pense que l'idée de prédéfinir des règles avant que le processus commence, que tout le monde s'attache les mains un peu, donc l'idée du désarmement mutuel, l'idée de s'attacher les mains, c'est la chose qui donnerait une victoire à du 65, 66, 67 %. Merci beaucoup, un Vincent plaisir. Geloso. On devrait partir un GoFundMe pour que tu viennes nous voir plus souvent. Non, ça ferait du bien. C'est pas une question de financement, c'est une Non, question de temps et de famille. Ben, merci d'avoir été venu. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Il y a une façon totalement gratuite. Vous vous abonnez à la chaîne, vous commentez, vous partagez la bonne nouvelle. Si vous voulez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, ben, il y a le Patreon, le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez nous rejoindre. Ça veut dire que vous allez devenir membre exclusif. Sur Patreon, c'est la version audio seulement, c'est moins cher. Sur YouTube, c'est un peu plus cher, mais c'est la version audio et vidéo. Mais sinon, c'est les mêmes privilèges. C'est les épisodes 3 semaines d'avance sans publicité, du contenu exclusif pendant 3 mois et la possibilité, une fois de temps en temps, d'assister à l'épisode en studio, en fait, à l'enregistrement. À mardi prochain, tout le monde. Bye bye.